tu m'entends? Oui, je t'entends, Edouard. Allez, on va commencer alors la deuxième partie de la leçon 17. Oui, La leçon 17, la linguistique africaine. oui. Allons-y. Euh, C'est avec toi, mon bel Edouard. euh, Pendant voilà, quelques minutes avant notre échange, euh, j'ai pensé à une chose suivante, que dans chaque époque, il y a une langue qui est, euh, qui est partagée par la terre entière et qui est porteuse avant tout. Il faut pas Edouard, je voulais te demander seulement une petite chose, de regarder encore ce plan qui t'a envoyé. Parce que c'est intéressant ça, de voir maintenant et après, pas seulement après. Je pense que c'est intéressant de voir maintenant. Donc, l'Afrique, est-ce que tu peux parler plus de ça pour nous, s'il te plaît? Et à la fin, on fait qu'une révision. Oui, donc oui, je peux continuer de parler sur les langues africaines, mais j'aurais besoin de l'autre plan parce que justement, l'autre plan développe en détail tout ce que je vais dire. Non, non, parce que je voulais seulement une synthèse de ça. Par exemple, les langues Niger-Congo, c'est du Congo, de la Niger, dans cette région. Oui, Il y a à peu près 1500 langues en 10 branches, plus de 400 millions de locuteurs. C'est beaucoup de choses. Et donc, on a là-bas le cardofanien, 20 langues, mandais, 40 langues, atlantique, 45 langues, igéoïde, une langue, krou, 25 langues, gour, 85 langues, Adamawa, Obanguien, 8 plus 40 langues, 80 plus 40 langues, Koua, 45 langues, Benoé, Congo, 11 groupes, donc le bantoïde, 900 langues, Dogon, une langue. Donc ici, on a 1500 langues seulement sur comment est-ce qu'on peut dire, la famille des langues oui, Niger-Congo. C'est beaucoup oui. ça. Ici, il y a le Nil saharien, 204 langues en 6 branches. Le Songhaï, 8 langues. Le saharien, 5 langues. Le Maban, 40 langues. Le Four, 50 langues. Le Chari Nil, le Koma, 45 langues. Et puis après, on a ici le Khoisan, le Khoisan, le Khoisan, 35 langues en 5 branches, le nord, le centre, le sud, le Hadza, le Sandawe, et pour finir, le Afro-asiatique, c'est la même branche de, de, de hamito-sémitique euh, qui inclut voilà, d'accord, d'accord, donc la 300, langue qui était à la base de la c'est-à-dire l'ancien égyptien est la base de toutes ces langues. d'accord, donc le afro-asiatique, 35, 375 langues en 5 branches, le sémitique, libico-berbère, tchadjique, 157 langues, le égypto-copte, le Oui, ça j'ai déjà cochitique, parlé de cette langue. et donc le afro-asiatique, c'est la langue mère de toutes ces autres langues, c'est ça? Non, non, c'est une des familles. C'est une des familles. Donc Ces on a familles 4 ont familles en Afrique, c'est ça? quatre ou cinq, parce que ça, je vais développer ce sujet, parce qu'il y a quelques désaccords entre les chercheurs pour la division de ces langues. Voilà, donc on divise en quatre, soit en cinq familles.
D'accord, 4 ou 5 familles. Et quelle est la langue mère, Édouard, de toutes ces langues ici? Il n'y a Afroasiatique. pas, selon l'opinion actuelle, il n'y a pas de langue mère parce que chacun des groupes avait eu sa propre langue mère, mais ce sont les groupes différentes. C'est-à-dire, c'est D'accord. un peu très, les groupes qui sont très différents. C'est-à-dire, c'est un peu comme les langues altaïques et les langues indo-européennes. Entre ces groupes, il n'y a rien qui puisse les unir. Pas de grammaire, pas de même mot, rien. Donc, si on va C'est-à-dire, parler une langue Niger-Congo, ça va se ressemble dans quelque façon. C'est 1500 oui, langues dans 10 branches. Mais par contre, on va parler le nilo-saharien. Dans ces 204 langues en 6 branches, ça va être totalement différent de la oui, première. oui, oui, exactement. Et les locuteurs, généralement, ils ne se comprennent pas. S'il n'y a pas de mots communs ou s'il n'y a pas d'effort pour, je sais pas, pour apprendre notre langue. Voilà. Ça ne Il se faut passe être, jamais Edouard, autrement. je dis pas pour que tu... Je ne te demande pas de savoir ça. C'est seulement une essai d'observation. Donc, peut-être, toutes ces langues-là, elles en avaient un alphabet ou c'était les étudiants, les étudiants, les chercheurs de l'Europe et tout ça qui ont amené les alphabets pour toutes ces langues-là Euh, sauf, à l'écrit. euh, sauf les langues sémitiques dont l'égyptien fait partie. Euh, pour toutes les autres langues, ce sont les chercheurs européens voilà, On a qui développé sont arrivés sur l'alphabet et tout place. ça. Oui, oui. Peut-être il y a quelques exceptions. Ah oui, ça, je me suis souvenu. Il y a des exceptions, c'est-à-dire au niveau de l'écriture. Par exemple, j'ai oublié dans quelle région, mais par exemple, il y a des façons d'écriture euh, très intéressantes. Par exemple, on écrit les ornements, les dessins sur les cabanes. Voilà. Et quand le membre d'un tribu arrive vers cette cabane et regarde la maison qui est peinte en, en dessin, Ouais. il commence à Edouard, lire ce dessin. c'était bien si tu pouvais, si tu aurais, si tu pouvais, si tu aurais amené euh, un exemple de chaque de ces langues pour nous à l'écrit, parce que Euh, comme ça, on pouvait regarder comment ça marche ça. Je pense qu'on a ici, je pense qu'on a quelque chose qui t'a envoyé. Attends un oui, petit. oui, c'est justement à propos d'une langue, mais malheureusement, je ne peux pas présenter l'écriture pour toutes ces langues parce que parfois les sources, les livres, sont vraiment introuvables. C'est-à-dire, voilà, soit dans les petites bibliothèques quelque part, ça peut être en Italie, en France, en Allemagne. Voilà, il y a parfois très peu d'informations D'accord. sur toutes ces Tu langues. veux que je montre les photos maintenant ou après? Après, quand je vais parler de cette langue intéressante, voilà, qui est très particulière et qui D'accord. n'a pas d'homologue Parfait. dans les autres langues et qui, Parfait, qui, mon qui, bel est, qui est Edouard. assez, qui est Allons-y. assez. Oui, allons-y. Je vais fermer ici et on Ah rentre oui, les langues cuisantes. oui. Donc, les pays Botswana, Namibie, Afrique du Sud, Angola, Kenya et Tanzanie. D'ailleurs, Kenya est fréquenté par les Européens qui ont leur chalet là-bas et ça fait un peu l'influence de l'italien, du français, et ça, c'est pas tellement important.
Donc, classification par groupe. Langue Khoisan, langue Kowadi Khoi, langue Ksa, langue Tou, Sandawe et Handa. Edouard, la Donc, Khoisan, on a parlé déjà du oui, Niger-Congo, d'accord? oui, oui, Le Saharien, et maintenant on oui, parle du Khoisan. oui, oui. Donc, voilà, je te demande de monter vers le point 100, oui, merci, 108. Les langues khoisan sont un ensemble de langues parlées en Afrique australe par les peuples Khoi et San, principalement au Botswana, en Namibie et dans la province du Cap du Nord d'Afrique du Sud et dans le sud d'Angola. Deux langues parlées au Kenya et en Tanzanie, le Hadza et le Sandawe, sont souvent incluses depuis les travaux de Joseph Greenberg, mais sont éloignées sur les plans linguistiques et géographiques du reste du groupe. Quand j'ai mentionné les contradictions des points de vue des chercheurs, voilà, c'est vraiment le cas. Les langues khoisan se sont caractérisées par l'emploi des consonnes particulières dénommées clics. Voilà, je ne sais pas si tu as jamais entendu les, les natifs euh, de cette langue, mais la langue inclut 140 phonèmes distincts, c'est-à-dire les sons comme voilà. C'est un mot que j'ai appris de cette langue. Oh, voilà. J'ai oublié la traduction, mais les phonèmes sont. C'est tellement une autre univers, on pourrait Oui. dire. C'est par exemple quand on veut cracher ou quelque chose comme ça, c'est une phonème voilà, de cette langue. C'est. Ouais. Voilà. Il y a les sons Donc comme ça, ça. c'est dans la langue khoisan. Oui. Et c'est vraiment unique au monde. Edouard, seulement une Parce que question. L'alphabet qu'ils utilisent dans toutes ces langues, c'est leur propre alphabet ou c'est l'alphabet latin? c'est ça ce que j'avais commencé à dire concernant les dessins sur les cabanes. D'accord, Donc, parfait. c'est justement, je vais te donner la réponse. Voilà. Il y a les langues qui possèdent l'écriture, mais d'une façon, pour nous, cette façon est très étrange. Par exemple, j'ai commencé à développer ce sujet. Un habitant du village s'approche de la maisonnette, de la maison, et commence à regarder le dessin. Et le dessin lui parle. C'est-à-dire, il lit ce dessin et il dit à l'Européen qui est à côté, il dit, voilà, ici, il est écrit que mon fils est né en 1802, voilà, de ma première femme, qui était née en 1780, etc. Voilà, après, il est marqué que mon fils était très sage pendant son enfance, etc., etc. Après, il dit que ici, ça parle de ma grand-mère qui est enterrée en 1824, etc. C'est-à-dire, il lit le dessin, mais pour lui, c'est un texte. Voilà. Donc, les écritures comme ça existe. Il existe les écritures avec les nœuds. Les nœuds, voilà, sur les cordes, on a les cordes et on a les petits nœuds. Voilà. Et les habitants du village savent lire des écritures aussi éloignées des nôtres. Mais avec
les langues khoisanes, on a introduit l'alphabet latin avec ce qu'on appelle la translittération. Et à la fin, on verra voilà cette translittération. Ça, ici, c'est l'alphabet latin. Donc, chaque fois, ça dépend des cas, mais c'est toujours si un chercheur veut présenter un rapport devant ses collègues, un rapport en France, en Angleterre, il va transcrire, bien entendu, il va transcrire en alphabet latin cette langue. Voilà, pour parler avec ses collègues, mais ça ne veut pas dire que cette langue n'a pas d'écriture. Voilà. Et donc, si tu pouvais monter la page, s'il te plaît. Edouard, je te demande d'aller un peu plus vite pour qu'on Ouais. puisse lire, parce qu'on est encore au milieu, dans les parts plus importantes. Voilà, donc, à la langue khoisan et aux autres exemples, on va revenir. Juste quelques mots sur les langues austronésiennes. Donc, la région, c'est Asie du Sud, Est maritime, Océanie, Madagascar, Taïwan et île Andaman. Voilà, ça, c'est vraiment une famille très éloignée. Voilà, des autres langues. Polynésiennes, elles sont quelles ici, Edouard? Peut-être ici, suite à l'erreur Je ne vois pas ici. je ne vois pas ici, c'est vrai, mais c'est peut-être la cinquième langue que oui, c'est justement, oui, c'est la cinquième famille, oui. Exactement. Et donc, les traits grammaticaux sont l'affixation par l'adjonction des préfixes, suffixes, infixes et circonfixes, c'est-à-dire la combinaison d'un préfixe et d'un suffixe qui est à la base. Voilà aussi la réduplication, c'est-à-dire quand on répète la même phonème. Voilà, ainsi que des systèmes phonologiques relativement simples. Peu de consonnes et de voyelles, peu, voire pas du tout de groupes de consonnes difficiles à prononcer, énoncées. Voilà. Et donc, pour décrire ce que ça donne un peu, comment je dirais ça, c'est plus chanté que parlé, cette groupe. Voilà. On dit parfois c'est l'italien de l'Afrique. C'est-à-dire, ces langues sont très chantées et voilà. Au niveau articulation, voilà, c'est pas très bien articulé. Donc, je te demande la page suivante, s'il te plaît. Voilà, donc ici, on peut dire que cette famille était découverte par Lorenzo Jarvas y Panduro en 1784 nel catalogo delle lingue. Voilà, et après, on a eu beaucoup de, comme le montre le point 126, justement, les désaccords entre les chercheurs. Le linguiste Laurent Sagar a proposé de réunir dans un ensemble austronésien les langues formosiennes, les langues malayo-polynésiennes et les langues taï-kadai. Et ces dernières familles étaient considérées comme issues d'un groupe de langues formosiennes et de l'Est de Taïwan. Et à un niveau plus élevé, il dit, ce scientifique, je veux dire, il lit astronésien, sino-tibétain, dans une famille sino-tibétain astronésien. Voilà, c'est une hypothèse discutable, mais qui existe. C'est pour dire que parfois avec la classification, quand on ne connaît pas bien les sources, c'est pas facile. Il y a plusieurs théories parfois. C'est pas aussi net qu'avec les langues indo-européennes, parce que nous avons les sources, l'écriture, tout ça, c'est bien plus facile. Et avec les langues qui n'ont pas forcément d'écriture ou pas toujours,
c'est bien plus difficile. Donc, la langue, le Peul, qui appartient au groupe nigéro-congolaise. Donc, le Peul, parfois orthographié par Peul, est, euh, est aussi prononcé Fulde ou Pulard. Voilà, et la langue maternelle des ethnies Peul apparentées et aussi langue seconde employée en Afrique de l'Ouest, notamment comme langue véhiculaire par d'autres ethnies africaines. Ça, c'est important parce que en Afrique, c'est rare qu'une langue soit véhiculaire. Elle est parlée dans une vingtaine d'États, dans des zones disparates en Afrique de l'Ouest, au Sahel, ainsi qu'en Afrique centrale. Euh, Aucune autre langue en Afrique de l'Ouest ne couvre d'aussi vastes étendues. Même si les variantes dialectales sont nombreuses, du pulard et au fulfulde centrafricain. Description. Peul est une langue agglutinante et la chose qui est très, très intéressante, qui est aussi unique dans le monde, ce que dans les langues indo-européennes, dans nos langues, nous avons trois genres, masculin, féminin, neutre. Voilà. Et cette langue-ci possède une vingtaine de genres. Voilà. Et je te demande de montrer le tableau que je t'avais envoyé. Vingtaine de genres. Oui, exactement. Bon Dieu. Non, c'est l'autre, s'il te plaît. Ça, c'est à propos de l'égyptien. On va passer une vie en train d'apprendre une langue comme celle-là. Oui, oui, c'est ça. Et au point 17, on voit, tu vois, si tu réduisais un peu l'image, tu vois, on voit le point 17, et après, on voit presque tous ces genres avec l'article à la fin, comme Gorko ou l'homme, comme Hayare, Nde, la pierre, comme Lady, Ndi, le pays, etc. Et chaque ligne présente un genre différent. Donc, on va s'adresser à une personne dans une façon, à un pays dans une autre façon, à un chien dans une autre façon, à une vache dans une autre façon. Bon Dieu, c'est trop ça. Oui, et même c'est intraduisible. Il est impossible à traduire tout ça parce que nous n'avons pas ces vingtaines de genres. C'est ça ce qui est curieux et incompréhensible et intraduisible. Et bien sûr, ça traduit certaines visions sur le monde. Donc, Voilà. ça, c'est la langue. Ça, c'est la langue. Sont les langues nigéro-congolaises, c'est ça? Non, c'est le pupuel qui appartient à la famille des langues nigéro-congolaises. D'accord. Le C'est pas tout. où est Pas ça? tout. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Mais peut-être parce que ça, c'est une source différente et peut-être tout simplement Non, les d'accord, chercheurs. parce qu'elles sont 1500 langues. Donc, on a mis ici les plus parlées, je pense. Oui, exactement. Voilà, donc le pupe, il n'est pas là, mais pupe, comment est-ce qu'on appelle ça? Le pupe, comment? Le peul. Donc, le peul, il est cette langue impossible pour parler, je pense que pour une personne qui n'est pas une native. Comment te dire? Non, J'ai je connu. plaisante, Edouard. C'est pas impossible. Je rigole, je plaisante. Je dis c'est Non, mais impossible c'est pour dire que. en figurant que c'est une langue très complexe. Oui, pour parler de mon expérience, j'ai connu les chercheurs, mais c'est vraiment les personnes très courageuses qui partent habiter en Afrique, dans une région qui passe toute leur vie.
pour étudier une de ces langues. Voilà. Et ce professeur, il ne va connaître que cette langue, peut-être aussi d'autres, mais il va consacrer toute sa vie pour une langue africaine, pour présenter la grammaire, pour découvrir les choses. Et ça, c'est vraiment très, voilà, c'est vraiment bravo Avec pour ça, ces gens. Edouard, avec ça, mes idées, elles sont en train de tellement changer, de changer tellement. Parce que je pensais, je disais à tout le monde qui je connais ici que je suis en train d'apprendre le russe, très doucement, dans mon temps, je prends mon temps, parce que c'est une langue très difficile pour nous Brésiliens, le russe. Et maintenant, je sais que le russe, il n'est pas une langue vraiment difficile si on compare à certaines langues comme celle-là, le peul. Ouais. Oui, exactement. Voilà, et donc on va passer au point 134, s'il te plaît. Voilà, donc la règle générale en PUEL est que dans le groupe nominal, les modifications suivent le nom de la tête du groupe. Voilà, donc si tu pouvais aussi monter davantage. Oui, merci. Donc, pour parler des genres plus en détail, c'est pas notre logique non plus. Par exemple, la distinction du masculin-féminin ne joue pas strictement aucun rôle en Peul, comme Gorko, qui est l'homme, et Debo, qui est femme, appartiennent au même genre grammatical qui s'appelle obé. Voilà. Le nom devient, quand on change le nombre, le nom devient aussi méconnaissable. Ainsi, en Peul se dit poulo, c'est l'origine du mot Peul. Mais au pluriel, le P se change en F et le suffixe de classe O devient B. Et au pluriel, le mot poulo se prononce comme fulbe. Voilà, il y a une telle différence. C'est-à-dire, poulo, c'est en Peul, fulbe, c'est des Peul, au pluriel. Voilà, et de même, en mari, en homme qui se dit gorko, et si on veut dire des maris ou des hommes, on dit vorbe. L'alternance de consonnes entre singulier et pluriel des noms de personnes s'effectue souvent en sens inverse pour les noms des choses ou des animaux. Ainsi, à l'exemple précédent, le g du singulier donne le w au pluriel. Mais Ouro, le village, donnera Gouré au pluriel. Comme dans toutes les langues à classe, l'adjectif est placé après le nom, aussi bien en ce qui concerne la première consonne que le suffixe. Les noms des nombres s'accordent également selon le même principe. Et voilà, et nous voyons euh, les exemples. Voilà, du pluriel ou du singulier. Voilà comment ça s'écrit et comment ça se prononce. Voilà, et tout en bas, il y a, je crois, il y a deux photographies de justement des exemples. Voilà, c'est justement des exemples, ce que ça donne quand on change de nombre. Nous voyons œil, qui est au singulier yit, ere, nde, et qui est au pluriel git, de. Par exemple, la vache, c'est nage, nge, et les vaches, c'est naï, di. Et voilà, et comme ça, quand on change le nombre, le mot à l'oreille prend toute une autre forme.
Et donc, les deux choses à noter à propos de cette langue, c'est qu'il y a une vingtaine de genres et que le mot au pluriel, selon les règles strictes, ça je le souligne, il n'y a pas autant d'exceptions, il y a les règles. Mais c'est seulement si on l'apprend ou si on est comme natif de cette langue, on va comprendre que au pluriel et au singulier, c'est le même mot. Et voilà, et sur ce point, là, je pourrais finir mon exposé parce que c'était les choses les plus intéressantes. On peut aussi bien sûr parler des verbes, mais euh, ce sont les mêmes principes, c'est-à-dire le changement. Non, Edouard, je pense que ce n'est pas nécessaire. Edouard, Oui. je vais ouvrir cette autre photo ici, t'as envoyé. Oui, ça c'est. J'ai déjà parlé oralement. C'est Mais fais un résumé, s'il te plaît, une synthèse. Une synthèse. c'est un tableau qui présente une périodisation de l'écriture en Égypte ancien. Il y a plusieurs divisions. Quand j'ai parlé au tout début, j'ai fait trois divisions de l'Égypte ancien qui est assez admise pour faciliter les choses. Euh, Sinon, nous avons bien plus de périodes parce qu'il y a des légers changements de l'écriture. Et ici, nous voyons la période prédynastique euh, voilà, avec les dates 5000 ans jusqu'à 2000 ans, 950 ans avant Jésus-Christ. C'est une période, je n'ai pas eu le temps de parler sur cette période, mais elle est intéressante parce que quand on trouve des vases ou des pierres avec les images. C'est justement, d'ailleurs, hier, un ami m'a posé cette question, donc pourquoi on ne peut pas comprendre ce qui est écrit, justement. Et je lui ai répondu parce que on voit les dessins, on voit par exemple euh, un poisson, je ne sais pas, un animal, écrit dessiné plutôt sur le rocher, sur le vase, mais on n'a pas encore le système. Et donc, progressivement, pendant cette période prédynastique, l'écriture se développe et devient de plus en plus compréhensible. Voilà, et après, c'est la période la période, comment on dit en français, euh, la période de la première dynastique, si on peut traduire comme ça, tout ce qui est écrit en anglais, early dynastic. Voilà, donc de 1950 2600 avant Jésus-Christ, la période du développement des hiéroglyphes, mais toujours ceci, euh, comme j'ai dit au début, il parle des questions religieuses et administratives. Après, c'est le vieux règne de 1600-2150. Et aussi, je ne ferai pas la distinction entre le moyen règne, qui se termine en 1640, parce que on voit le développement de l'écriture, des textes, et il n'y a pas beaucoup de changements notables. Voilà. Et c'est seulement ce qui est intéressant, c'est
troisième période intermédiaire. Et le dernier règne, c'est 1070 jusqu'à 332 avant Jésus-Christ, parce que pendant cette période, il apparaît la littérature au sens des belles lettres, c'est-à-dire les romans, les poèmes d'amour et les choses purement littéraires. Bien sûr, à côté des choses religieuses. Et comme j'ai dit au tout début, ce n'est pas le cas de tous les pays, de toutes les cultures, et c'est vraiment en acquis d'avoir la littérature pour se reposer, pour, je sais pas, pour se diversifier, voilà. Et non seulement la littérature religieuse sur les mythes. Voilà. Et donc, l'Égypte a eu cette période littéraire. Voilà ce que. D'accord. Très bien, Edouard. Edouard, l'arabe, il est né au Égypte, c'est ça? La langue arabe, ça c'est une bonne question parce que c'était né, je crois, au nord de l'Afrique, mais comment dire, l'arabe littéraire a été élaboré par le prophète lui-même. Mais malheureusement, j'ai oublié justement la région où il a vécu. Mais c'était pas loin. Voilà. C'était à peu près, si ce n'est pas au Égypte, à peu près dans cette région. Oui, c'est à peu près dans cette région, mais j'ai oublié exactement dans laquelle. D'accord. Voilà. Non, non, c'est pas important là. Laquelle exactement? Comme j'ai dit, ça, il faut lire le pays où a habité le prophète Mohammed, parce que lui, il a beaucoup travaillé sur la langue arabe, mais bien sûr, pour parler de l'alphabet, il faut souligner que on, on, on est presque sûr que l'alphabet phénicien, arabe, hébreu, voilà, et les autres alphabets qui sont dérivés de l'alphabet phénicien, comme l'alphabet grec, etc. Donc, on suppose que ça provient de l'alphabet égyptien, des hiéroglyphes égyptiens. Voilà. On n'est pas sûr à 100%, les scientifiques ne sont pas sûrs, mais généralement, on le pense. Voilà. Parfait. Que la mère des alphabets sémitiques, ce sont les hiéroglyphes égyptiens. Parfait, Edouard. Donc, aujourd'hui, c'était ça. On a vu les langues, 5 familles, 5 groupes. Langue Niger-Congo, nilo-saharien, khoisan, afro-asiatique, l'autre langue que tu as parlé. Et maintenant, on va continuer dans la prochaine leçon. On va continuer avec les leçons bonus. Qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre les leçons. On va commencer tout au début et on va rentrer dans la... on va commencer même après, même... attends une seconde. Oui, on va commencer dans la leçon... On va recommencer dans la leçon 1 et on va faire une révision et parler qu'est-ce que tu penses qu'il a manqué de parler. Et on se voit dans la prochaine leçon avec la révision pour la leçon 1. Qu'est-ce que c'est la linguistique? Merci, mon bel Edouard. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Merci. Au revoir et on se voit bientôt. Ouais. Salut.
Salut.